On va reprendre La forêt des disparus de Olivier Ball. Chapitre 31, Lorraine. 28 avril 2011. Je suis là, aidez-moi! Le cri venait du boyau de droite, aucun doute. Je cours désormais à travers les souterrains, mon arme tremblante tendue devant moi. Mon cœur bat, mon cœur frappe ma poitrine à tout rompre. Le goulet se resserre. Il n'y a plus que de la roche maintenant, et plus aucune charpente. Au sol, des flaques de boue marron. Ploc, ploc. Une eau noire ruisselle le long des parois par endroits. Une pensée me traverse. Qui viendra me chercher ici, dans ce labyrinthe de pierre? Qui pourra me retrouver? Peu de chance que Wayne et Jerry découvrent la trappe, et encore moins qu'ils empruntent le bon chemin dans ce dédale. Je suis seule. Après quelques minutes interminables, mes chaussures s'enfoncent de plus en plus dans la boue. Je distingue un faible ray de lumière au bout du goulet. Je m'approche. Le passage est fermé par une porte bricolée à partir de morceaux de tôle et de bois. Elle s'ouvre dans un grondement de tonnerre. Je me retrouve à l'air libre. Effrayée par le vacarme, une nuée d'oiseaux s'envole dans la nuit claire. Devant moi, construits à flanc de collines, je dresse d'une quinzaine de bâtiments à la peinture rouge érodée. D'immenses structures de bois et de fer hautes de 4 à 5 étages et percées de nombreuses fenêtres carreaux brisés. L'une d'elles ressemble à un entrepôt, et sur la façade figure une inscription en partie effacée. Redwood Hydraulic Mine. Les fameux vestiges de la mine hydraulique. Je ne me suis jamais aventurée aussi loin dans le village effondré, et je ne pense pas que l'ancienne exploitation était encore debout, après toutes ces années. Personne ne vient jamais ici. En contrebas de la mine, une étendue d'eau bordée de monticules de gravier. Plus loin, 2 impressionnants conduits de cheminée s'élèvent à une trentaine de mètres, tandis qu'un autre gît au sol. Un peu partout, passant d'un bâtiment à l'autre, un réseau de passerelles et de rails en hauteur devrait permettre jadis de déplacer les chariots remplis de roches jusqu'aux zones d'extraction. Les rails se sont écroulés en divers endroits, donnant à la structure de faux airs d'échafaud. On voit aussi des pylônes en métal, totems d'aimants reliés les uns aux autres par des câbles. Peut-être une sorte de téléphérique. Certains des câbles se sont disloqués et pendent. Poussés par le vent, ils viennent claquer contre les piliers. Partout, on distingue encore des machineries, systèmes complexes de tuyauterie et d'engrenages, les conduits menant à d'énormes conteneurs bouffés par la corrosion. Bonsoir, merci, c'est gentil. Salut GLD. C'est un cimetière de tôle, de fer, de bois qui s'offre à mes yeux. Un cimetière dans lequel je dois tenter de retrouver Alvin. Je me sens soudain découragée. C'est impossible. C'est trop grand, trop fou. Et là, un autre hurlement, étrange et guttural, pas vraiment animal, provenant de plus haut, à une trentaine de mètres. Tandis que je m'engage sur un petit sentier en gravier, le halo lumineux de ma lampe se pose sur une entrée de tunnel. C'est un accès à une autre mine. D'anciennes barres de métal qui en bloquaient l'accès ont été arrachées. Je m'y enfonce, sans hésitation. Au centre de la galerie, un fil rouge serpente sur le sol, retenu par des clous. Je le suis, d'abord prudente, quand un autre cri résonne, plus proche cette fois, pourvu que je n'arrive pas trop tard. Sur mon passage, à intervalles réguliers, les murs et le sol sont marqués de taches sombres. On dirait des flaques, des giclées de sang séché. À un endroit, je décèle même des empreintes de mains rouges. Les premières sont nettes, mais rapidement, ce ne sont plus que des traînées, comme si la personne traquée avait dû accélérer. Mais quelles horreurs ont bien pu être perpétrées ici? Au pas de course, je continue de suivre le fil quand soudain, un dernier cri horrible me fige sur place. Un silence de mort s'installe dans la mine. C'est trop tard. J'entends un bruit de frottement et des pas lourds. Je braque mon âme vers les ténèbres, immobile, concentrée. Ma mâchoire se serre à m'en exploser les gencives. Une ombre se détache, massive. Elle semble traîner quelque chose derrière elle. La créature apparaît enfin et s'immobilise à une dizaine de mètres de moi. Son corps est couvert d'une poudre blanche qui ressemble à de la chaux, et les lignes de ses muscles sont soulignées en noir. Il porte un masque
horrible. Je repense au dessin que j'ai vu dans l'Union Gazette. Mais c'est autre chose. C'est pire. Le masque reproduit grossièrement le motif de l'arbre, les quatre branches comme des cornes, les racines qui descendent jusque dans son cou. Ce n'est pas un être humain qui me fait face. C'est une aberration. La mort elle-même. Je vois son torse se soulever. Que tient-il au bout de son bras? Je suis terrifiée. Tout cela est si irréel. Mon corps est parcouru de tremblements que je ne parviens à réprimer. Soudain, la bête tire en avant la masse qu'elle traînait derrière elle et la soulève de ses deux bras, au-dessus de son crâne, tel un trophée de guerre. C'est un jeune homme nu et maigre, le torse recouvert de sang, le visage taillé des griffés de part en part. Alvin! C'est trop tard. La créature reste immobile pendant de longues secondes, tandis que du sang s'égoutte sur son masque. Je suis Lorraine Gifflin, du bureau du shérif de Redwoods. Ne bougez pas, vous êtes en état. Le monstre jette en avant la dépouille d'Alvin qui roule au sol comme une vulgaire poupée de chiffon. Son visage sans vie me fait face. L'homme arbre avance vers moi, lentement d'abord. Il passe par-dessus le cadavre d'Alvin, sans même y prêter attention, puis accélère, après avoir placé sa main derrière son épaule. On dirait qu'il a attrapé quelque chose. Il soulève alors une énorme lame à la pointe recourbée comme une faux, la lève vers moi. Ne bougez plus! Ne! La détonation résonne dans la mine. J'ai tiré, sans même m'en rendre compte. Par pur instinct de survie. Le monstre est toujours debout. Je ne sais pas si j'ai touché. Merci, c'est gentil. Il me fixe du regard, me jauge. Il fait lentement bouger son horrible masque de droite à gauche, puis se rue de nouveau sur moi. Je tire encore, ma balle le rate et fait un ricochet sur la pierre en produisant quelques étincelles. Il me fonce dessus, sa lame brandie en avant. Je vois comme des reflets rouges dans les horribles cavités de son crâne. Je tire une nouvelle fois et alors même qu'il va me percuter, je me jette au sol et heurte la roche de plein fouet. La lampe est tombée dans ma chute. Je la saisis. Mais le temps que je pointe mon arme sur lui, le tueur a déjà disparu dans un coude de la galerie. J'entends ses pas qui s'éloignent. Je m'approche du corps d'Alvin, place mes doigts sur sa carotide. Aucun pouls. C'est trop tard. Je suis désolée, Alvin. Si désolée. Je fais du plus vite que j'ai pu. Je ferme les yeux une seconde et me redresse. Ce n'est pas fini. Je peux encore attraper ce monstre. Je pars sur ses traces vigilantes. Il est armé et connaît certainement ce dédale comme sa poche. Pas question de le laisser s'en sortir. Je ne le permettrai pas. Je me retrouve à l'extérieur de la galerie. En amont, j'aperçois la silhouette fantomatique de l'homme arbre s'engouffrer dans un des bâtiments de la mine hydraulique. Sans le lâcher des yeux, je tente de recharger mon revolver. Mais mes mains tremblent tellement que plusieurs balles m'échappent avant de remplir mon barillet. Je ne m'attarde pas et les ramasse à temps. Pas le temps. J'entre à mon tour. C'est un enchevêtrement de charpentes, de passerelles en métal, de chaînes en acier qui pendent. Il flotte dans l'air une odeur acide, et le sol comme les poutres sont couverts d'excréments d'oiseaux. J'entends un craquement plus bas. Il a dû continuer. Je passe une porte béante et me retrouve à l'extérieur, sur une sorte de plateforme. L'homme arbre se glisse par une fenêtre dans un autre bâtiment, une dizaine de mètres en contrebas. Je dois traverser. Seule option, une petite passerelle en bois qui relie les deux édifices. Je regarde dans le vide. En dessous de moi, un maelstrom de poutres en acier et de lattes de bois. Si je tombe là-dedans, ne pense pas à ça. À chaque pas, de terribles rafales viennent me déséquilibrer. Je fais attention où je mets les pieds et évite de buter sur les énormes boulons qui dépassent de la structure. Alors que je suis quasiment arrivé de l'autre côté, mon pied droit glisse sur une planche vermoulue et je bascule sur le côté de la passerelle. Je me rattrape, in extremis, sans lâcher mon arme. Ma lampe torche, par contre, tournoie dans le vide avant de s'écraser au sol. Je me hisse sur la structure et rentre. Il fait si sombre ici. Je me retrouve dans une immense pièce haute d'une vingtaine de mètres. Certainement l'un des plus gros bâtiments de l'infrastructure. Il y a deux énormes machineries à plusieurs niveaux de passerelles, de plateformes en hauteur. Des échelles partout. Merde, je n'y vois rien. Je sors mon téléphone portable et active la lampe. Mon rayon de vision se limite à 2 ou 3 mètres autour de moi. C'est toujours ça. Soudain, un grincement me fait sursauter.
Je lève mon téléphone vers le haut, juste à temps pour voir l'homme arbre suspendu à une passerelle, telle une araignée cauchemardesque se jeter sur moi. Je me projette en arrière. Il plante son énorme lame dans le bois du sol, frôlant ma jambe gauche. Je braque mon revolver devant moi et tire 2 balles dans les ténèbres. Mais il a déjà disparu. Son arme, elle, est toujours là, enfoncée dans le parquet. Il n'a pas dû pouvoir la retirer, ce qui me donne un avantage. Je sors de l'entrepôt et cherche du regard la silhouette du monstre. Là-bas! Il se faufile à travers quelques planches arrachées dans un bâtiment qui tient par un miracle encore debout. D'ordinaire, je n'aurais jamais mis les pieds dans une telle ruine. Mais là, je m'y enfonce. J'ai mal au doigt à force de serrer la crosse de mon flingue. Devant moi, un couloir et des ouvertures sur le côté. Peut-être s'agissait-il des baraquements de mineurs. Les planchers s'enfoncent dangereusement à chacun de mes pas. Autour de moi, les parois en bois sont percées d'une myriade de petits trous, parcourus de milliers de saillies, tels des galeries. Des pans entiers de cloisons gisent au sol, transformés en tas de poussière. Tout le bâtiment semble avoir été dévoré par les termites. J'appuie sur un pan de mur, une planche de bois s'effrite aussitôt. Pardon. Désolée. Je devrais faire marche arrière. C'est trop dangereux. Mais j'aperçois le démon à moins de 5 mètres. Il s'apprête à sauter par une fenêtre. Ne bougez plus où je tire. Retournez-vous lentement, les mains bien en vue. Il semble hésiter puis s'exécute. Il me fait face. J'avance, sur mes gardes. Un craquement. Un autre. En une fraction de seconde, le plancher cède sous mes pieds et je m'enfonce dans le sol. Je chute jusqu'à mi-taille, les jambes pendent dans le vide. En tombant, je lâche téléphone et revolver qui glissent à plus d'un mètre de moi. La créature m'observe. J'essaie de me hisser sur le sol ferme. Mais le bois. Pardon. Mais le bois me retient et m'en serre la poitrine. Je suis prise au piège. L'homme arbre lève la main vers l'une de ses cornes, puis d'un mouvement sec et puissant l'arrache. Je me mets à pleurer tandis qu'il progresse vers moi en prenant son temps. Il veut faire durer le plaisir. Je suis à bout de souffle, la cage thoracique compressée contre les planches. Je tente de regarder en dessous. Le bâtiment était construit sur pilotis à une dizaine de mètres du sol. En contrebas, une piste de gravier de roches pentues. L'assassin est là, son corps se dessinant dans la pénombre. D'un coup de pied, il chasse mon arme à l'autre bout du couloir. Des images, des pensées me traversent l'esprit comme des fulgurances. Alex, son sourire, sa main dans la mienne. Ce moment fragile comme suspendu, où je l'avais retrouvé un soir en larmes à la pointe de Saint-John, non loin de chez nous. Des images de John aussi, que j'aimerais tant serrer dans mes bras, une dernière fois. Lui dire que je suis désolée, que notre couple ait été noyé dans ma douleur. Enfin. Punaise, je suis désolée. Des clichés froids, en noir et blanc. Des portraits sans vie des disparus. Emily Bennett, Larry Lewis, Hélène Ramos, Ken Wong, Jerry Stenner. Je vous abandonne, malgré ma promesse. Désespérée, je me mets à frapper de toutes mes forces contre le bois qui me retient prisonnière. Non, ça ne se terminera pas comme ça. Je cogne des 2 poings, le monstre m'observe, comme s'il se rabaissait de ma détresse. Le bois tremble. Je peux y arriver. Je martèle les planches comme une folle. L'homme arbre semble comprendre ce que je veux faire. Il s'avance vers moi et se prépare à frapper. Je tape frénétiquement. Soudain, le plancher cède. Je tombe dans le vide comme au ralenti. Puis, c'est le choc. Une douleur fulgurante dans la cheville gauche. Je glisse sur le dénivelé sous le bâtiment. Je me mets en boule. Mon corps roule le long de la pente. Ma tête frappe contre les pierres. Mon dos encaisse les chocs. Je ne suis que douleur. Je finis par percuter une poutre, m'y accroche. J'ai mal, si mal. Mais je suis vivante. Au-dessus de moi, des bruits de pas. Il prend la fuite. Puis, c'est le silence. Je crois que je perds connaissance, accrochée à cette poutre, bouffée par la chaleur, par la douleur. Mais vivante. Vivante. Chapitre 32. Alex, 8 novembre 2008. Maman, en découvrant cette histoire, mon histoire, tu t'en voudras certainement. Tu te diras que tu aurais dû comprendre avant, mais c'était impossible. Tout était fait pour que personne ne soit au courant, jamais.
Comment aurais-tu pu te douter de ce qui se passait réellement durant ces week-ends? Je ne parlais pas beaucoup de retour à la maison. Quand tu me questionnais, je te disais juste que je m'étais bien amusée. Notre guide avait été clair à ce sujet. C'était un secret, le plus important des secrets. Si l'un d'entre nous révélait l'existence des enfants de Redwoods, s'il en parlait à sa famille ou s'en vantait auprès de ses amis, la forêt viendrait le prendre et le plongerait dans ses entrailles. Il chuterait sans fin dans la fosse, déchiqueté, broyé pour l'éternité par les branches, les ronces et les racines des grands séquoias. J'étais terrifiée par cette histoire, et je n'ai jamais cessé de l'être. J'en frémis rien qu'en écrivant ces mots. Les premières années n'ont pas été les plus dures. Le glissement s'est fait de manière progressive, car ils savaient parfaitement comment nous préparer. Ils en avaient l'habitude. Lors de ces week-ends, on explorait la forêt tandis que le guide nous expliquait la particularité de tel arbre, de telle plante, en insistant toujours sur le rôle central de la forêt de Redwoods dans nos existences. Le soir, il retraçait la vie des premiers pionniers et celle de Nicolas Kellen. Notre père à tous, disait-il. C'est à partir de mes 11 ans que les choses étranges ont vraiment débuté. D'abord, ça a été un changement de règle durant nos chasses à l'homme. Lorsqu'on traquait l'enfant qui partait se cacher en forêt, il fallait désormais tremper un bâton dans un grand seau rempli d'un liquide rouge. J'ai compris bien vite qu'il s'agissait de sang. Voyant mon dégoût, le guide m'avait expliqué qu'il s'agissait de sang de porc, rien de plus. Avec avec nos armes dégoulinantes, on courait après le fuyard. Le premier qui le rattrapait devait faire semblant de lui trancher la gorge en laissant une trace rouge le long de la trachée. Les autres gamins trouvaient ça génial, à la fois terrifiant et hilarant, mais pas moi. J'appréhendais plus que tout le moment où mon tour viendrait, où ce serait moi que l'on poursuivrait, moi que l'on tirerait par les cheveux pour simuler mon égorgement. Je sentais au fond de moi que ce que l'on faisait là n'était pas un jeu normal, que ce n'était pas sain, que des gamins de nos âges n'auraient pas dû s'adonner à des activités aussi vicieuses et perverses. Puis il y a eu un autre jeu, celui que notre guide appelait la voie rouge. À la tombée de la nuit, après le repas, on devait se répartir tout autour du baraquement et observer la clairière et le cours d'eau en contrebas. Le guide nous distribuait à chacun une carabine qui tirait des cartouches de petit calibre. Le coin était truffé de gibier qui sortait à la nuit venue. Ratons laveurs, lapins, picasses, parfois même des belettes. Il fallait repérer un animal, le prendre en joue et lui tirer dessus. Mais ce n'était pas juste une initiation à la chasse. Il y avait une règle à respecter. On ne devait jamais abattre nos cibles du premier coup. Il fallait les blesser, même les effleurer, en visant l'arrière-train, les oreilles, les pattes, puis suivre la piste de sang laissée sur les touffes d'herbe et la terre. C'était cela la voie rouge. Une fois qu'on avait rattrapé l'animal, nous devions alors rester de longues minutes à observer son agonie avant d'avoir enfin le droit de l'abattre. Pour moi, c'était la pire des tortures. Je ne supportais pas d'entendre les couinements des animaux en détresse, les voir ramper au sol, tentant de fuir jusqu'à leur dernier souffle. Du coup, je visais toujours la tête, pour leur éviter les souffrances inutiles. Bien sûr, le guide s'en est rapidement rendu compte. Un soir, il m'a serré fort les épaules et m'a dit: Tu ne peux pas être faible, Alex. Tu n'en as pas le droit. Toute la ville compte sur toi. Demain, c'est toi qui la protégeras. La forêt ne pardonne pas ceux qui sont faibles. À ces mots, il a sorti un couteau et m'a entaillé le bras au niveau du biceps. La douleur était horrible, mais j'ai tout fait pour retenir mes larmes. Il a conclu en essuyant son couteau sur son pantalon. Chaque blessure que tu refuseras de faire à ces animaux, je te l'infligerai à toi. Tu vois, maman, toutes ces cicatrices que tu découvrais sur mon corps année après année, ces mutilations qui t'inquiétaient tant, ce n'était pas moi qui me les faisais. C'était ce que je te laissais croire, mais en réalité, c'était lui. Pour que ça rentre. Pour que je comprenne enfin. Quatrième partie. Des racines oubliées. Si tu quittes Redwoods, ton histoire, ton passé formeront à jamais des racines oubliées. Comptine de Redwoods, quatrième couplet, vers 1940. Chapitre 33. Nicolas Kellen, 6 septembre 1892. Les sabots des chevaux claquent sur le pavé.
Il règne une agitation frénétique. Nous croisons des calèches, des voitures aux attelages lustrés, au cuivre brillant. Les passants portent flanelles et dentelles, costumes tirés à quatre épingles, bijoux, monocles. On se salue, on soulève son chapeau. Certains habitants nous jettent des regards chargés de mépris. Pour eux, nous sommes des sauvages. Nous nous enfonçons dans les rues. De part et d'autre, des immeubles grimpent à une quinzaine de mètres. Par endroits, les rues ressemblent à d'obscurs canyons où aucune lumière ne pénètre jamais. On a beau se tordre le cou, on ne distingue plus un morceau de ciel. Le majestueux mont Sainte-Hélène, normalement visible à des kilomètres à la ronde, n'est plus qu'un lointain mirage. J'observe mon fils, Henrik. Il est subjugué. Il n'a jamais quitté Redwood, jamais vu de grande ville. J'étais convaincu que ça lui permettrait de comprendre, de bien saisir la portée de ce que je m'évertue à lui enseigner. Pour le moment, il est encore trop émerveillé par l'effervescence, le faste, les décorums. Cela ne durera point. Lorsque nous entrerons dans les faubourgs du port, parmi les fanges et le vice, il découvrira le véritable visage de la ville, le véritable Portland. Il nous a fallu 4 jours pour y parvenir. Un voyage compliqué où nous devions en permanence rester sur le qui-vive, dormir en nous relayant afin d'éviter de nous faire détrousser par un des nombreux groupes de parias qui parcourent la forêt. Souvent, d'anciens chercheurs dorment désespérés, prêts à tout, à quelques piécettes. Mais je voulais qu'Henrik prenne conscience de la bestialité, de la dangerosité de ces terres. Nous approchons du quartier chinois. Le tableau n'est déjà plus le même. Certains bâtiments appartenant aux Asiatiques les plus fortunés ressemblent à d'extravagants temples. Les toits sont peints en rouge, les boiseries autour des fenêtres arborent des motifs complexes. Aux balcons sont suspendus des lampions de couleur. Dans les rues, ça se bouscule et ça hurle. Des hommes se font couper les cheveux et coiffer leurs nattes sur le trottoir. Des cordonniers martèlent des semelles en crachant au sol. Plus loin, des dizaines d'ouvriers s'activent dans une manufacture de briques. Un vieillard aux dents carriées nous propose bientôt 2 poissons séchés. Je les conduis froidement. Regardez-les, ils se croient chez eux. Ils pensent pouvoir construire leur maudit pays sur nos terres. Mais il ne faut rien de mal, père. Ils gagnent leur pain. Méfie-toi toujours des étrangers, quels qu'ils soient. Derrière leur sourire et leur manière avenante, leur courbettes, se cachent les pires démons. Ce sont eux qui ont amené la fièvre rouge sur nos terres. C'est leur faute. Si tant des nôtres sont morts, si ta sœur a été emportée, ne l'oublie jamais. Je ne l'oublie pas, père. Sur le port, l'agitation s'amplifie. Dans la rade, des dizaines de clippers, de longs bateaux de commerce, sont au mouillage. L'océan n'est qu'un amas de coques, de mâts et de voilures, à cette odeur d'égout, de sueur et de fraîcheur mêlée qui vous saisit les narines. Un homme nous tend un prospectus. Ne cédez pas à la tentation, sauvez notre sang. Les mariages interraciaux sont interdits par la loi de 1863. Si un blanc ou une blanche s'unit avec un homme ou une femme nègre, chinois ou kanaka, ou quelque personne ayant un quart de sang étranger, ce mariage sera nul et non avenu. Ne pactisez pas avec les étrangers. Ils sont porteurs de maladies et ne sont point dignes de confiance. Ne participez pas à l'amalgame terrible des races. Je donne le prospectus à mon fils, l'invite à le lire à son tour. Notre sang a été vicié depuis si longtemps. Tant de mariages avec les Indiens ont été tolérés pendant trop d'années. Mais pas chez nous, pas à Redwood. Nous avançons parmi la foule. On se rue dans les saloons. On boit à même la rue. On hurle, on s'invective. Dans une contre-allée, des marins avinés frappent au sol un pauvre air inconscient. Nous passons devant une maison close. Des femmes aux poitrines tombantes paradent au balcon du bouge, tandis que d'autres pavoisent dans la rue. Quelques-unes tentent de nous retenir. Elles ont les yeux rougis, le visage creusé, les dents noirâtres. Plus loin, une odeur de fumée âcre nous saisit. C'est une fumerie d'opium. Des hommes pareils à des spectres s'échappent du porche d'entrée. Ils errent parmi la foule, le regard vitreux, les bras ballants, le corps obéissant difficilement à leur esprit presque mort. Est-ce donc cela le monde prétendument civilisé qu'ils veulent nous offrir? Tout est stupe et dépravation. Les habitants de la grande ville peuvent passer des jours, des semaines sans que leurs pieds foulent la terre.
sans qu'ils sentent l'odeur du bois, de l'écorce et de l'humus. Ils ont fait leur fierté. Ils n'ont peut-être plus de boue sous leurs semelles, mais savent-ils encore lire dans la valse des nuages ou le souffle du vent? Ici, chacun vit pour soi, sans se soucier d'autrui. À Redwoods, nous formons encore, malgré les années, une communauté unie. Ce monde, je leur laisse, qui se le garde. Nous remontons la rivière Willamette. Le cours d'eau déposait des monceaux de mousse jaunâtre sur le rivage. Des cadavres d'animaux, de rats, de chiens flottent à la surface. Nous poursuivons vers l'ouest, là où je veux emmener mon fils. Nous parvenons à une zone arasée. Ici et là, le ciel est quadrillé de grues. De nouveaux immeubles sont en construction. On distingue encore partout les ruines des anciennes habitations, les vestiges de ce qui fut ici autrefois. Les enfants chétifs, au visage noir de crasse, s'amusent à grimper sur des monticules de briques, de gravats. Plus loin, sous une tente de fortune, quelques hommes sont réunis autour d'un alambic. Ils nous jettent des regards hostiles, tout en devisant dans une langue inconnue. Que faisons-nous ici demanda Enrique. Vois-tu ces ruines? Il y a eu un terrible incendie ici en 1873. Des centaines de maisons ont brûlé. Des milliers de familles ont tout perdu. 22 blocs sont partis en fumée en quelques heures seulement. Mais les habitants de Portland n'ont pas compris. Il y a eu pourtant, au cours des mêmes années, d'autres feux terribles à travers le pays, dans d'autres métropoles, dont Boston et Chicago, mais personne n'a saisi l'avertissement. Quel avertissement? Je baisse d'un ton. C'était elle qui les avait punis de s'être détournés. Mais ils s'en sont moqués et ils ont bâti de nouveau. Plus loin, plus grand. Alors, elle les a châtiés une fois de plus. Elle a fait s'abattre la grande panique sur eux et sur toutes ces villes où régna cupidité et la débauche. La grande panique? Une terrible crise économique qui a jeté des centaines de milliers de travailleurs à la rue, mis des familles à l'agonie. Chaque jour, les miséreux sont plus nombreux. Et c'est ce qui a failli nous arriver à nous aussi à Redwoods. Que voulez-vous dire, père? Te souviens-tu de l'histoire du village effondré, Henrik? Je vais te dire ce qui s'est réellement passé. Les habitants du vieux Redwoods ont été punis. Je les avais prévenus, mais ils ne m'ont pas écouté. C'est pour cette raison qu'en 1879, ils nous ont chassés du village, moi et mes plus fidèles camarades. Ils répétaient que nous étions devenus fous, que nous n'aurions pas dû faire cela aux colons chinois. Ils ont pourtant oublié que la fièvre rouge avait disparu, et ce grâce à nous. Ils l'ont oublié, car cela les arrangeait bien. Ils voyaient en moi une menace. J'avais quelque espérance qu'ils finissent par entendre raison, mais ils nous ont abandonnés à notre sort, nous qui avons pourtant fondé ce village. Nous avons dû bâtir en plein hiver un campement de fortune. Nous dormions dans des huttes à peine calfeutrées, à même le sol glacé. Notre sort n'était pas plus enviable que celui des sauvages qui peuplent ces terres, mais aucune pitié de la part des habitants de Redwoods. Pour eux, nous étions bannis, maudits, leur châtiment couvé. Je les avais prévenus qu'elle leur ferait payer leur mépris. Et je ne me suis pas trompée. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas cru en vous? Non, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas cru en elle. Elle? Je lui montre d'un geste la forêt qu'on aperçoit à peine, par-delà les toits de la ville, les cheminées des usines. Oui, celle dont je t'ai tant de fois parlé, celle qui habite la forêt et qui veille sur notre communauté. C'est pour cela qu'il ne faut jamais douter, fils. Sinon, elle viendra réclamer son dû. Elle abattra sur nous détresse, calamité et ravage. J'ai compris, père. Chapitre 34. Lorraine. 30 avril 2011. J'ai dû passer 48 heures par précaution à l'hôpital de Gold Beach. À cause de ma cheville fracturée, de mes différentes contusions, et surtout de mon état de fatigue générale, le docteur Coldwell a préféré me garder en observation. Ma jambe gauche est dans le plâtre, des orteils jusqu'au haut de la cuisse. Il me faudra marcher au moins un mois à l'aide d'une béquille. Je crois que je n'ai jamais autant dormi de ma vie. Ces dernières journées m'apparaissent
comme une interminable rêverie. Même quand j'étais consciente, j'avais l'impression de flotter sur du coton. Mais mon sommeil n'était pas pour autant apaisé. Souvent, au moment où je m'endormais, le masque terrifiant de l'assassin revenait me hanter. Étonnamment, il ne cherchait pas à me tuer, mais m'invitait à le suivre au plus profond des galeries de la mine hydraulique. John a passé le plus clair de son temps à mon chevet. Quand j'ouvrais un œil au milieu de la nuit, je le voyais endormi, inconfortablement installé dans le fauteuil à côté de moi. Mon doux mari. Il m'a demandé de lui expliquer. Je n'ai pas pu tout lui dire, lui décrire l'horreur que j'ai réellement vécue. Alors, j'ai simplifié, voire édulcoré mon récit cette nuit-là. Moi-même, je ne suis plus certaine que tout cela soit arrivé. Ça me paraît si irréel. Owen, venu prendre de mes nouvelles hier, m'a raconté ce qui s'est passé après ma perte de conscience, depuis les décombres de la mine jusqu'à mon arrivée à l'hôpital. C'est Jerry qui m'a trouvée. Alors qu'il me cherchait dans les vestiges de Redwoods, il a été alerté par les premiers coups de feu. Il a réussi à accéder à la mine en coupant par le sous-bois. D'après Owen, il m'a porté ensuite jusqu'à sa voiture et m'a conduite à l'hôpital. C'est lui qui, enfin, s'est chargé de tout. Sécuriser le périmètre, demander des renforts à Gold Beach, organiser les fouilles sur le site. Owen m'a aussi parlé brièvement des découvertes qu'ils ont faites dans les profondeurs de la mine. Jerry est passé me voir hier. J'étais un peu mal à l'aise. Je l'ai remercié du bout des lèvres, mais moi qui ai douté de lui, j'ai honte. Peut-être que s'il avait été à mes côtés, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Après être rapidement enquis de mon état de santé, le shérif a demandé à John de nous accorder quelques minutes seul à seul. À peine la porte se refermait que Jerry embrayait. Tu m'as caché les choses, Lorraine. À moi? Je ne comprends pas. Comment as-tu retrouvé la trace du tueur de la mine hydraulique? J'ai juste eu de la chance. Je me suis souvenu d'une gravure dans la craie dans l'ancienne école ressemblant au dessin de l'arbre trouvé sur le tronc du séquoia. Je suis allée jeter un coup d'œil et j'ai découvert au passage menant au sous-sol. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Parce que cette affaire me rend folle et paranoïaque, chérie. J'ai eu des doutes sur tout le monde, même sur toi. J'ai vérifié les archives des recherches. C'était toi, à chaque fois, qui étais chargé des fouilles dans la zone de Groove Canyon. Comment est-ce possible que tu n'y aies jamais rien trouvé? Est-ce que tu es au courant de quelque chose, chérie? Il a soutenu mon regard, puis s'est tourné vers la fenêtre. Il est resté comme ça, longtemps, silencieusement. Oui, c'est moi qui ai supervisé les battues. Merde, ça me bouffe si tu savais, Lorraine. J'y pense sans cesse depuis qu'on a retrouvé les corps. Me dire que j'étais juste à côté, à quelques dizaines de mètres. Je n'ai aucune excuse. Moi, j'enchaînais les battues depuis des jours. Et bien souvent, les conditions météo étaient pourries. J'étais juste épuisé. Et les gars qui m'accompagnaient et moi, on s'est contenté à chaque fois de faire un tour rapide dans le canyon, sans jamais aller voir ce qui se passait autour. Je m'en veux de me dire que j'ai mal fait mon boulot. Je suis désolé. J'ai regardé Jerry. Le soleil qui traversait les stores renvoyait des ombres sur son visage, renforçant les cernes gonflées sous ses yeux. Il semblait usé par les récents événements. Pour la première fois, mon mentor, sa stature increvable, indéboulonnable, semblait vaciller. Tu aurais dû m'en parler tout de suite. Ça m'aurait évité de douter de toi. Et tu voulais que je te dise quoi? Hey, Lorraine, j'ai complètement merdé. J'avais honte. Je ne tolère pas les erreurs chez les autres. Alors tu imagines quand il s'agit de moi? Du coup, quand tu m'as retrouvée, le tueur avait déjà pris la fuite? Oui. On a compris par la suite comment il avait fait pour accéder à la mine avec le corps endormi d'Alvin. On a découvert un autre accès par l'arrière de la colline, par un sentier non banalisé. Il y avait des marques de pneus, mais elles sont difficilement identifiables. Vous avez réussi à faire des prélèvements sur place, puis opérer des recoupements? Pour le moment, les analyses de Harry n'ont rien donné. Il n'y a aucune empreinte ou trace d'ADN dans ces grottes. C'est bizarre d'ailleurs. Vous n'avez donc aucun suspect? Non, rien. Bon, écoute, Lorraine, on a déconné tous les deux. Moi, parce que je ne t'ai pas parlé tout de suite de mes ratés lors des recherches de Grove Canyon.
Toi, parce que tu as douté de moi, malgré tout ce qu'on a vécu ensemble. On est en paix, et on en paie le prix aujourd'hui. Un gamin du coin est mort. Il faut qu'on se fasse confiance, Lorraine. Une confiance totale. Sinon, on ne s'en sortira pas. Tu as failli y passer. Tu n'as pas les épaules pour gérer une affaire comme celle-là toute seule. Je sais bien, j'ai voulu aller plus vite. Je n'ai pas vraiment réfléchi au risque que je courais. Jerry a ajouté que depuis mon agression, les collègues de Redwood et Gold Beach travaillaient nuit et jour dans la zone de la mine abandonnée, fouillant le moindre bâtiment et tunnel, sans relâche. Mais la coopération entre les deux villes est toujours aussi tendue. Le shérif Slocombe bataille pour que l'on transfère l'affaire à l'État, voire qu'on la confie au FBI. Jerry fait, lui, tout son possible pour qu'on garde le contrôle. Bref, un beau merdier. Je sors aujourd'hui, Owen m'attend sur le parking de l'hôpital. Je finis de boutonner mon chemisier, enfile une veste, attrape ma béquille et claudique jusqu'à la sortie. John m'aide à franchir les portes, puis va déposer ma valise dans notre voiture. Je ne lui ai encore rien dit. Alors qu'il revient vers moi, il remarque Owen, adossé contre le véhicule du comté. Ne me dis pas que tu veux y retourner. Tu as besoin de repos, Lorraine. Tu dois éviter de marcher, de fatiguer ta jambe. Le médecin était clair. Ça ne sera pas long, John. Je ferai attention. Owen m'aidera, je fais juste aller-retour. Il faut que je voie de mes yeux ce qu'ils ont trouvé là-bas, c'est important. Si tu y vas, tu vas replonger, je te connais. Il y aura toujours un dossier à étudier, un interrogatoire à mener, une fouille à superviser. Bon sang, tu as failli crever dans cette mine. Est-ce que tu t'en rends compte, Lorraine? Il faut que tu arrêtes tes conneries. Si tu y retournes, Lorraine, j'arrête. Je n'en peux plus de ne jamais te voir, de te courir après, de te répéter sans cesse les mêmes choses. Je ne suis pas ton père, Lorraine, ça suffit. Je n'ai pas le choix, John. Je suis désolée. Très bien, je t'aurais prévenu. John tourne le dos et sans un mot de plus s'éloigne jusqu'à sa voiture. Nous roulons à travers la forêt de Redwoods. En cette fin de matinée, les rayons de soleil filtrés par la cime des séquoias explosent en un million d'éclats d'or. Owen, pour une fois, ne dit pas grand-chose. Mon jeune adjoint est encore sous le choc de ce qui est découvert dans la mine. Lui aussi semble avoir changé. On dirait qu'il a pris de l'âge en quelques jours. Ses traits sont plus durs, fermés, comme si cette enquête nous abîmait tous. Nous arrivons sur place. Owen me mène directement à la mine hydraulique par le petit sentier qu'ils ont découvert et qui bifurque sur la gauche, avant la route menant au village effondré. J'ai du mal à progresser avec ma béquille. Je garde les yeux baissés, regarde bien où je mets les pieds. Sur place, comme je m'y attendais, c'est le branle-bas de combat. Une dizaine de voitures de police de Gold Beach et de Redwoods, des cordons de sécurité partout. On y est, Me lance Owen. La mine hydraulique apparaît. En plein jour, la peinture rouge des bâtiments souligne, si cela était encore possible, l'aspect macabre du décor. Des images remontent. Je réprime un frisson. Owen me demande si ça va. Je hoche la tête et marmonne. Oui, continuons. Nous faisons le tour des bâtiments par le haut de la colline et arrivons devant l'entrée d'une mine que je reconnais immédiatement. Le jeune adjoint allume une lampe torche à la pointe vers l'intérieur de la galerie. Des câbles jaunes filent le long de la roche, certainement des arrivées électriques pour éclairer les tunnels. J'hésite. Une part de moi aimerait ne plus jamais avoir à foutre un pied dans ces ténèbres. Mais finalement, je balance ma béquille en avant et m'enfonce aux côtés de mon adjoint. Après quelques pas, on se retrouve à l'intérieur, où la dépouille d'Alvin Dixon a été retrouvée. Au sol, sa silhouette a été détourée sur la pierre, et des petits panneaux jaunes indiquent les différents indices. Le fil rouge, qui traverse le goulet en son centre, des taches de sang et bien entendu les impacts de mes balles sur la roche. Il faut vraiment que je m'entraîne plus au sang de tir, dis-je mal à l'aise. Owen opine du chef et m'invite à continuer. Nous nous enfoncerons plus profondément. Avant de nous remettre en marche, j'attrape la manche de mon coéquipier. J'ai toujours du mal à dire ce que j'ai sur le cœur. C'est la même chose avec John, avec Alex. J'ai toujours été dur, trop dur. Je voulais te dire, c'est du bon boulot. Ce que vous avez fait ici, comment vous êtes parvenu à gérer tout ça en mon absence, Jerry et toi.
Merci, mais c'est surtout Jerry qui a. Je sais, mais quand même. Bah et puis, je suis pas certain de faire un si bon travail, Harry n'arrête pas de se foutre de moi. Il dit que je suis pas assez dégourdi, qu'il doit toujours tout me répéter 10 fois, je suis pas près d'être titulaire. Tu connais Harry? Il est comme ça avec tout le monde. On est tous éprouvés par cette affaire. Sache que moi, je suis fière de toi. Son visage s'empourpre. Mon adjoint n'a pas dû recevoir beaucoup de compliments au long de sa vie. Je connais ses parents, Edward et Marissa, qui tiennent une boutique d'antiquités dans le centre de Redwoods. Des gens peu avenants, à l'allure rigide, comme tout le monde ici en vérité. Nous arrivons en embranchement, croisant deux agents qui nous saluent de la tête. Owen me demande par quelle salle je souhaite commencer. Laquelle est la pire? Je réponds. Il me montre du doigt la coursive de gauche. Je m'engage dans cette direction. Il me suit sans un mot. Chapitre 35. Paul. 30 avril 2011. Les derniers jours ont été horribles. La mort d'Alvin, mes doutes, ma culpabilité, et cette envie de foutre le camp de Redwoods et en même temps d'y rester pour toujours. Hier, je n'ai pas pu m'empêcher de me rendre à l'endroit où ils ont découvert son corps, dans la zone du village effondré. Ça n'a pas été bien difficile de suivre les voitures de shérif jusqu'à l'entrée de la mine hydraulique. Jamais en 5 ans je n'avais vu une telle agitation dans le coin. La police avait beau avoir mis en place un cordon de sécurité, j'ai facilement trouvé un accès à travers une ouverture dans le grillage. Du temps où j'étais journaliste, j'avais appris avec le meilleur des pires, mon vieux pote paparazzi, Phil Hemsley. Durant nos semaines de planque ensemble, il m'avait donné tous les trucs pour m'infiltrer et rester discret. J'ai pu m'approcher assez près des ruines, en me dissimulant derrière une cheminée. Le gros des investigations avait lieu plus loin, dans une mine le long de la colline. J'y ai passé la journée à observer le balai des flics, l'équipe scientifique qui écumait les alentours. C'était toujours mieux que de tourner en rond dans mon cabanon à ressasser les mêmes choses. J'ai mitraillé tout ce que je voyais avec mon téléobjectif. À un moment, des agents sont sortis avec, avec des masques terrifiants dans les bras, façonnés à partir d'assemblages de branches et de cordages. Ils les ont placés précautionneusement dans une camionnette, certainement pour les faire expertiser. J'ai réussi à en saisir quelques-uns en photo, sans oublier tous les sacs d'os qu'ils ont remontés d'une autre galerie. Et si chaque sac avait appartenu à une victime? Ça faisait froid dans le dos. Je suis parvenu à surprendre quelques conversations pendant que des agents s'octroyaient une pause cigarette. Ils étaient tous sous le choc, n'avaient jamais été confrontés à une telle horreur. Il fallait bien que ça sorte. Les nombreuses entailles sur le cadavre de Dixon, le labyrinthe de galeries, le fil rouge, l'assassin qui portait un masque, un de ces horribles masques, une grotte à des dizaines d'autres avaient été suspendues. J'ai tout noté. Il parlait d'une autre salle aussi, sans vraiment entrer dans les détails. Il y aurait apparemment quelque chose au fond de ces mines, une fosse ou une sorte d'immense culture, mais je n'ai pas pu en apprendre plus. Je pensais que cette journée passée à épier le va-et-vient des agents m'aiderait un peu, me changerait les idées. Mais ça a été pire. J'avais beau me concentrer sur l'activité des policiers, me déplacer sans cesse pour avoir un meilleur angle, au fond de moi, je ne réussissais pas à chasser cette pensée de mon esprit. Alvin Dixon est mort à cause de moi, parce que j'ai voulu me servir de lui, sans penser au risque qu'il encourait. Je l'ai laissé foncer en première ligne. Au fond, j'ai honte d'admettre que le gamin m'énervait un peu. Son ambition et sa jeunesse me renvoyaient à tout, à ce que je n'étais plus. Résultat, Alvin est mort dans d'autres souffrances, seul, face à ce tueur. Hier, j'ai voulu rendre visite à sa mère. J'avais acheté un bouquet de fleurs. Je me suis garé devant la maison de la vieille dame, mais je n'ai pas osé frapper à sa porte. Me sentant merdeux, j'ai juste déposé le bouquet sur le paillasson et filé. Que dire? Quel mot? Bonjour, madame Dixon, je suis Paul Green. Votre fils est mort par ma faute. Ces photos, ces quelques informations glanées ne m'aideront pas à mieux gérer ma culpabilité. En vérité, ça empire avec le temps. L'autre soir, j'ai bu à m'envriller la tête et je me suis retrouvé dehors en pleine nuit, en slip, pistolet au poing, face aux arbres, hurlant et défiant l'homme rouge. Qu'il vienne donc me chercher. Suivi par mon chien,
Je me suis avancé d'un pas chancelant jusqu'à la lisière de la forêt, et j'ai attendu là, en espérant que le tueur surgisse devant moi. Qu'on règle ça enfin, qu'on en finisse. Je ne supportais pas l'idée qu'il y ait une nouvelle victime par ma faute, et que ça puisse être Charlie. Glacé par les bourrasques nocturnes, j'ai fini par réaliser combien j'étais ridicule, et je me suis traîné tant bien que mal jusque chez moi. Ça ne changera donc rien pour moi, non. Mais peut-être que ces photos permettront à l'enquête d'avancer. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre visite à quelques rédactions de journaux télévisés et chaînes télévisées de Portland pour tenter de leur vendre mon travail. Grâce à l'intervention des médias, l'affaire prendra de l'ampleur et les autorités ne relâcheront pas la pression. Peut-être qu'on finira même par attraper ce salopard. Tout l'argent que je gagnerai, je le donnerai discrètement à la mère d'Aline. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. De mon côté, je vais continuer à creuser pour que Dixon ne soit pas mort en vain. Je me fais du souci, évidemment, pour Charlie. Si le tueur commence à s'en prendre aux habitants de la ville, il s'attaquera bientôt à elle. Heureusement que son père a l'air de vouloir la protéger. Il y a 5 heures de route pour rejoindre Portland. Parti aux aurores, je roule sur l'Interstate 5 et kilomètre après kilomètre, j'ai la sensation d'abandonner au monde pour un autre. De Redwoods à Eugène, d'Eugène à Salem, je laisse derrière moi la brume, la forêt profonde, les arbres centenaires, pour rejoindre les champs, les habitations calquées les unes sur les autres. Tout ici a été façonné, dessiné par la main de l'homme. À Portland, les immeubles de briques rouges et les hauts buildings du centre-ville prennent le relais. C'est un tout autre paysage. Et tous ces gens partout, ça fait des années que je n'ai pas fichu les pieds dans une grande ville. Comme moi, Flash, assis sur le fauteuil passager, regarde dans tous les sens, l'air paniqué. Je passe des heures à sillonner les rédactions des journaux et chaînes de télévision de Portland. Ce n'est pas bien compliqué de les ferrer. Dès que je leur parle de l'homme rouge, des cadavres, de la mine abandonnée, évidemment, ils adorent. The Oregonian, Oregon Tribune et la chaîne Katou m'assurent qu'ils vont s'emparer du sujet. La Katou va même envoyer une équipe en reportage. D'après le rédacteur en chef de la chaîne locale, c'est pour y remonter jusqu'à la maison mère ABC et passer aux infos nationales. Ouh là là, c'est du brûlant votre affaire, Green. Du brûlant. J'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière. Quand je lui donne mon nom, le bonhomme me reconnaît. Oh, Green, Paul Green, vous êtes le type de l'affaire Mike Slings. Tout de suite, il veut m'interviewer, me mettre en scène dans son sujet. Il rêve déjà de son accroche. Le retour du reporter intrépide. Je lui réponds que je ne veux surtout pas être cité. Sur le chemin du retour, je mets un album de The Allman Brothers Band qui entonne son mythique Midnight Rider. Les paroles que je chantonne avec ma voix de crécelle trouvent un écho en moi. Flash me regarde et bâille aux corneilles. Essaye de faire mieux, vieille carne. Well, I'm going to run to keep from hiding, but I'm not gonna let him catch me now. Not gonna let him catch the midnight rider. Le cavalier de la nuit, c'est un peu moi. À ceci près que je porte une casquette Bugs Bunny et que j'ai la gueule en vrac. Mais l'idée est là. Bloqué dans un embouteillage à l'entrée de l'autoroute, je me retrouve à un croisement. À gauche, l'autoroute 5 part vers le sud à Salem, à droite, plein nord pour Seattle, puis Vancouver. J'ai ma voiture, mon chien, un sac avec quelques affaires. Il ne me faudrait que quelques heures pour traverser la frontière et me retrouver au Canada. Je pourrais recommencer une nouvelle vie là-bas. Fuir cette folie, ces morts, cette violence et la peur qui me tenaille. Loin de l'image de preux chevalier ou de justicier qu'on veut bien me coller, je ne suis qu'un type terrorisé. J'active mon clignotant. Clic-clac, clic-clac. Un simple mouvement de volant à cette horrible histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Une nuée de pigeons traverse le ciel gris. Ça klaxonne dur derrière. Je retire mon clignotant et reste sur ma voie, direction Redwoods. Cette forêt m'a maudit. Comme tous les autres habitants, elle me retient prisonnier dans ses branchages, déchiquetée. Elle ne me lâchera pas tant que je n'aurai pas été au bout.
Chapitre 36. Lorraine. 30 avril 2011. Après avoir marché quelques minutes dans la mine et tandis que mon bras s'engourdit à force de prendre appui sur ma béquille, nous accédons à une grande salle circulaire, éclairée de nombreux projecteurs. On m'avait prévenu. Ce que je vois en cet instant me glace. Au plafond, d'énormes racines d'arbres se sont immiscées à travers les failles de la roche et viennent s'étirer le long de la pierre, certaines touchant presque le sol. Au fond de la grotte, éclairée par deux projecteurs, j'aperçois une sorte d'immense sculpture composée de branches, de racines, de tissus usés et de cordages. Mais que représente-t-elle? Deux branches enchevêtrées semblent symboliser les bras. Elle se termine par des racines tordues telles des doigts déformés. On dirait une figure qui tend les bras en avant, autant pour enlacer que pour étouffer. Le visage m'apparaît d'abord comme une version grandeur nature du masque de l'assassin. Mais en y regardant mieux, il s'en dégage quelque chose de plus féminin. Certaines femmes reproduisent les galbes d'un saint, et des feuilles mortes lui servent de chevelure. Elle est à la fois sensuelle et terrifiante. Autour d'elle, comme émergeant de ses entrailles, des dizaines de lianes de ronces constituent une sorte de couronne, de halo autour de la statue. J'ai devant moi une idole primitive, oubliée. Je m'abaisse et observe les détails d'une jambe. Certaines parties ont l'air d'avoir été réalisées plus récemment que d'autres. En divers endroits, notamment sur le buste, je relève une dizaine de branches superposées, clouées les unes aux autres ou reliées par du fil rouge usé. C'est fou, totalement fou. Au centre de la pièce, mon regard se pose sur un trou béant, certainement un ancien puits sur le côté, une armature rouillée et effondrée devant devait faire monter et descendre une plateforme. Mais ce n'est pas tout. Tout autour de la fosse, des gravures reproduisent les symboles trouvés sur le séquoia. Les idéogrammes se répètent et forment une sorte de spirale s'étendant sur une bonne partie du sol de la caverne. Le puits, quant à lui, a été sculpté à même la roche, bordé de nombreux sillons, tels des coulées plongeant vers l'abîme. Il y a des traces de sang séché un peu partout. Je m'approche. Harry est agenouillé auprès de la fosse en combinaison blanche. Avec application, il gratte le sol à l'aide d'un petit scalpel et décroche des dépôts qu'il place dans un sachet en plastique. En me voyant boiter péniblement, il me lâche d'abord un sourire sincère et tendre, avant de se renfourner. Lorraine, bienvenue en enfer. Salut Harry, tu tiens le coup? Est-ce que je vais bien après avoir passé les 72 heures dans le noir et l'humidité au cœur d'un putain de labyrinthe puant la mort? Disons que je survis. Et toi, comment ça va? Tu n'es pas trop secoué? On m'a raconté que l'assassin a failli te faire la peau. On n'est pas passé loin, mais j'ai eu la chance. Quelle folie! Ça, tu peux le dire, c'est dingue! Tu as vu l'autre salle? Non, pas encore. Ah, tu gardes le meilleur pour la fin! Les racines? Je parie que ce sont celles d'un séquoia géant, dis-je en montrant le plafond du doigt. Bien vu, on a vérifié. C'est un très vieil arbre, au moins tricentenaire, qui grimpe à 40 mètres. À cet endroit, nous sommes pas très loin de la surface de la colline, ce qui explique que les racines aient pu trouver un chemin jusqu'ici par les fissures de la voûte. Ce n'est pas un hasard si le tueur a choisi cette mine. C'est un rapport avec cet arbre. Je jette un coup d'œil vers le gouffre en dessous en évitant de poser mes pieds sur les trésilles du sol. Et dans la fosse, il y a quoi? Un cauchemar. J'ai dû y descendre plusieurs fois. Il s'agit d'un ancien puits qui devait mener à une autre galerie, mais il a été bouché et s'est effondré, il y a longtemps. Tu as trouvé quoi? Des gravats et des ossements. Beaucoup d'ossements. Humains? Oui, mais pas récents. La plupart des restes qui ont été retrouvés ont au moins 100 ans. Des mineurs qui seraient morts en travaillant ici? Peut-être. Ça va être difficile de déterminer. Les os sont tantôt abîmés et tantôt brisés, accumulés sur 1 mètre de hauteur. Il faudrait des semaines pour faire le tri et tenter de reconstituer les squelettes. Et moi, je ne suis pas archéologue. Et les prélèvements? Tu es en train de réaliser. De quoi s'agit-il? Tu vois toutes ces taches sur les roches autour de la fosse?
C'est du sang. L'hémoglobine a pris cette teinte marron à cause de l'oxydation du fer. En certains endroits, ils m'ont l'air assez récents. Tu en déduis quoi? Que le tueur a dû emmener ses victimes ici pour les égorger et faire couler leur sang dans ce puits. Ce qui expliquerait que le cadavre de Dixon ne présente pas de traces d'égorgement. En me retrouvant face au meurtrier, je l'ai empêché d'aller au bout de son cérémonial. Mais s'il les égorge ici, ou qu'il les saigne, comment se fait-il qu'il aille les enterrer ailleurs? Ça n'a aucun sens. Rien dans cette affaire n'a de sens, Lorraine. Et quand tu t'es retrouvée face à lui, tu as pu relever quelque chose? Un indice qui nous aiderait à l'identifier? Non, il portait un masque. Et toi? En étudiant le cadavre de Dixon, quelles ont été tes conclusions? Hmm. On est bien face au même assassin que pour les autres disparus, aucun doute. On remarque les mêmes types de lacérations sur le torse, les bras, le dos. Le meurtrier l'a certainement exécuté avec la longue lame qu'il avait dans la main quand je l'ai surpris. Vous l'avez retrouvé d'ailleurs? Après m'avoir attaqué, il l'a planté dans une latte du plancher. Il n'a pas pu l'en retirer. Oui, je sais. On nous avait remonté l'info. Des hommes ont fouillé tous les bâtiments, mais sans succès. Mais peut-être a-t-il récupéré avant de prendre la fuite. Probablement. En revanche, sais-tu ce qu'on a découvert sur le corps nu de Dixon, attaché à sa main gauche? Un flash. Un putain de flash! Jerry et moi, on en a conclu que l'assassin devait laisser ses victimes seules dans des tunnels nus et qu'il s'amusait à les traquer. Et la seule chose dont il pouvait se servir pour se repérer, c'était ce flash. Tu imagines l'angoisse? Prise au piège là-dedans, dans le noir, avec ce dingue à ses trousses. J'imagine bien, oui. Oh, pardon. C'est vrai que tu t'es retrouvé dans cette situation. Je repense à cet horrible masque, et j'imagine la terreur quand, sous les lumières du flash, les victimes devaient découvrir sa silhouette démoniaque. Je ferme les yeux. Alors que le monstre s'incruste dans mon esprit, un détail me revient. Je me souviens des reflets rouges qu'il avait dans les yeux. S'il avait placé des jumelles de vision nocturne sous son masque, comme celles qu'ont les gardes-côtes quand ils mènent des opérations de nuit, Ça expliquerait comment il faisait pour se repérer. ça n'a jamais été une chasse ou une traque, Harry. Il n'a jamais voulu leur laisser la moindre chance de s'en sortir. Il voulait juste les voir souffrir. Harry regarde quelques secondes vers le fond de la fosse. Je sais pas qui c'est qui parle. Tant pis. C'est de la folie, merde. Qui serait assez dingue pour bâtir tout ça, ce piège, ce labyrinthe? C'est sale et ensuite tuer du sang-froid ces innocents. C'est ce qu'on essaye de comprendre. Je me demande si notre communauté s'en remettra. Y a-t-il des traces d'ADN sur la dépôt de Dixon? Rien, pas un cheveu, pas de traces d'ADN, pas de peau sous les ongles. Le mec qui a créé toute cette mise en scène est particulièrement vigilant. Pourtant, j'avais l'impression qu'il était nu. Ça me paraît peu probable. Tu ne penses pas plutôt qu'il portait une sorte de combinaison, ou à moins des gants? En effet, le corps de cet homme était étrange. Sa peau était livide, et c'est comme si on avait souligné les contours de ses muscles au charbon. Donc peut-être une combinaison, tu as raison. Et la pièce qui se situe sous l'école, là où il y avait les vêtements et les sacs à dos. Tu as relevé quelque chose là-bas? Oui, les traces d'ADN correspondent bien à celles des victimes les plus récentes. Mais parmi les sacs et les vêtements, certains datent des années 1980. Ça voudrait dire que l'assassin commet ses atrocités depuis au moins 30 ans. On doit donc chercher un type dans les 50, 60 ans. 30 ans, bon sang! On a retrouvé 27 sacs à dos, Lorraine, 27! Et pendant tout ce temps, on ne s'est rendu compte de rien. C'est inimaginable! Harry termine son prélèvement et place ses sachets en plastique dans sa mallette. Tu es au courant des galères avec les gars de Golden Beach? Il faudrait que la FBI reprenne l'affaire. C'est pour cela qu'il faut qu'on y aille vite, tant qu'on a encore le contrôle. Merci encore, Harry. Tu as fait un super boulot.
Je demande à Owen de me mener dans la seconde pièce. Nous revenons sur nos pas et prenons la galerie de droite, suivant le fil rouge au sol. J'ai la chambre gauche en feu, la bouche trop sèche. La grotte est plus petite, plus basse du plafond que le précédent. Plus oppressante aussi. Plusieurs spots ont été installés au sol. Je frémis devant le funèbre tableau qui s'offre à mes yeux. Une part de moi ne peut plus encaisser ces horreurs. Comme si nous étions entraînés dans un train fantôme qui ne s'arrêterait jamais. Dans la salle, des dizaines de masques semblables à celui que portait l'assassin, et en même temps tous différents, ont été suspendus par des pitons d'escalade à des épais cordages au plafond rocheux. Euh, on pense qu'Alvin Dixon a été exécuté dans cette salle, dit Owen. Il y a d'abondante trace de sang vers le centre. C'est comme si son agresseur avait voulu qu'il se retrouve ici. Et les masques? Harry et son équipe en ont décroché 3 pour les analyser. Il semblerait qu'ils n'aient pas tous été façonnés récemment. Ceux placés au fond de la pièce, par exemple, sont très vieux. J'imagine les derniers instants qu'ont dû vivre Alvin avant de succomber, entouré de ces visages cauchemardesques. Owen reste à l'entrée de la salle, le regard planté dans le sol, comme s'il n'osait pas aller plus loin. Je suis. Et les traces de sang séché. Alvin a fini sa fuite ici, au cœur même du piège qui lui avait tendu le marbre. Certains crânes que j'ai déplacés sur mon passage tournent sur eux-mêmes. Les orbites noires des yeux morts me fixent. J'ai le vertige. Une immense vague de fatigue me traverse, me transperce. Je ne sens plus mes jambes. J'aurais dû écouter le médecin, écouter John. Je n'étais pas prête. C'est trop pour moi. Je m'effondre au sol. Au loin, j'entends la voix d'Owen qui crie mon nom. Une image s'imprime sur ma rétine. Tous ces crânes qui m'observent, qui nous observent tous. Les morts jugent les vivants pour leur transmettre un ultime message. Vous êtes tous coupables. Je vous remercie à tous pour votre passage. Je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.